Bonjour. Aujourd'hui, la question concerne les émotions. La personne désire savoir si on peut avoir un vécu fluide, direct, simple, léger de ses émotions et si les émotions sont, en tant que telles, une pratique dans le chemin de connaissance de soi. Alors déjà, on peut dire que l'émotion est un mouvement libre de la vie. En tant que mouvement libre de la vie en nous, l'émotion émerge de notre espace intérieur et y retourne naturellement. L'émotion connaît le chemin de sa propre émergence et de son propre retour, de sa propre dissolution. Quand on comprend ça, ce qu'on peut voir, c'est que majoritairement, en tout cas dans notre société occidentale, l'émotion a tendance à ne pas retourner à la source immédiatement, voire même à stagner de longues années, de longues décennies, jusqu'à même créer des blocages et des problèmes de santé dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la problématique est assez simple. À chaque fois qu'émerge une émotion, on va avoir tendance à en faire quelque chose. Le mental va, par exemple, repousser l'émotion, bien en faire une appropriation personnelle, dire c'est mon émotion. Ou bien si c'est une colère, le mental va dire c'est pas bien de vivre cette émotion parce que socialement la colère n'est pas reconnue, donc on va l'écarter. Concernant la peur, on va avoir peur de la peur parce que l'émotion, c'est une émotion qui est difficile à vivre, qui a une existence par rapport à notre propre survie. Donc c'est une émotion assez archaïque et on va avoir tendance du coup à se mettre dans une position de survie lorsqu'elle émerge et à en avoir peur, à être tétanisé. Voilà. Et l'émotion nous fait réagir d'une façon qu'on souvent ne maîtrise pas. On va agir pour éviter l'émotion, pour la faire taire immédiatement. On va rentrer immédiatement dans une stratégie d'action en fait, dont l'objectif est simplement de pas vivre l'émotion, de faire qu'elle s'arrête. Et tout ça va créer un tissu, un tissu énergétique qui va empêcher l'émotion de vivre sa propre résorption naturelle. Par ailleurs, nous avons des émotions très très profondes qui sont souvent qui ont émergé suite à des événements, souvent dans l'enfance, qui nous ont profondément impactés. Et ces émotions ont tendance à nous extraire de notre espace tranquille. Quand on est pris dans l'émotion, on va avoir l'impression qu'on quitte cet espace. Donc, certaines émotions sont suffisamment puissantes pour nous donner l'illusion que nous quittons cet espace d'être, cet espace de simplicité, de tranquillité que nous sommes. Lorsqu'on est désidentifié, c'est-à-dire qu'on n'est plus impliqué dans l'émotion, on reste un espace conscient, vaste, vide, à travers lequel les choses se vivent. J'aimerais ajouter un élément, peut-être concernant l'émotion, c'est que l'émotion est neutre. Et on peut en faire ce qu'on veut. On peut tout à fait goûter avec beaucoup de plaisir de la tristesse. Et comme on peut goûter la tristesse d'une façon désagréable, en fait, toutes les émotions se valent. Il n'y a pas d'émotion positive, il n'y a pas d'émotion négative. Toutes ces émotions émergent de la même source, du même vide, de même espace vide que nous sommes, et retournent dans ce même espace vide que nous sommes. Très souvent, des personnes me disent qu'elles sont trop émotionnelles, qu'elles aimeraient ne plus avoir toutes ces émotions, et elles ont très peur d'ailleurs que ces pratiques que je propose libèrent encore plus l'émotion et les rendent encore plus émotionnelles, ce qui socialement est assez peu accepté et difficile du coup à vivre. Or, en général, quand des personnes très émotionnelles viennent me voir, moi je dis mais l'hyper-émotionnalité vient du fait qu'il y a un très grand contrôle des émotions. Et c'est justement le fait d'apprendre à libérer le mouvement naturel de l'émotion
qui va diminuer de façon très flagrante l'émotionnalité et peu à peu nous faire entrer dans une grande stabilité émotionnelle où l'émotion va continuer à se vivre, mais sans implication dans l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion existe, elle émerge, on va la vivre, on va la ressentir, mais avec une forme de distance, une forme de détachement qui n'est pas de la neutralité, je le précise parce que souvent il y a confusion, ça n'a rien de froid, ce n'est pas neutre, au contraire ça reste très vivant mais dans un espace beaucoup plus vaste. C'est un peu comme vivre une tempête. Si vous vivez une tempête dans un verre d'eau, l'eau va être éjectée du verre d'eau. Si vous vivez une tempête dans un très grand aquarium ou dans l'océan, la tempête ne va pas avoir le même impact sur vous. Une des toutes premières pratiques que j'ai faites avec les émotions, c'est de cesser de les nommer. Je me suis rendu compte que, en fait, je ne savais pas d'où venait le nom peur. Je mettais le mot peur sur une émotion particulière et curieusement, personne je me suis rendu compte que personne ne me l'avait enseigné. Personne ne peut savoir qu'à un tel moment, j'expérimente de la peur ou de la colère ou de la culpabilité. Et curieusement, je sais quand même quand je vis de la peur, de la colère, de la culpabilité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet un peu par porosité avec les adultes, avec les gens de notre entourage. Et néanmoins, je me suis dit, il y a un poids du mot, comme si le mot peur donne une réalité beaucoup plus forte à la peur que ce qu'elle n'a en réalité. Donc j'ai commencé par cesser de nommer. Et ça, on peut faire ça avec les émotions, mais on peut faire ça absolument avec toutes les choses de notre environnement. Voilà, par exemple, je vais beaucoup pratiquer dans la nature, parce que je trouve que le silence, et notamment de la forêt, est vraiment propice pour laisser émerger notre propre agitation. Et, et en fait, voilà, je me suis assise face à un arbre et j'ai commencé à regarder l'arbre et à lui retirer tous les attributs que je lui donnais, à la fois en termes de nom, son nom, le nom de l'arbre, sa forme, sa couleur, son goût. Et puis ça permet vraiment de voir que quand ces attributs-là tombent, il n'y a plus ce sentiment de séparation. On se rend compte que le nom a quand même une puissance assez ahurissante. Et j'ai même eu des phases de ma pratique il y a quelques années où j'avais la sensation que des millions de noms me sortaient du corps comme un nettoyage en fait de tout ce que j'avais acquis comme capacité à nommer les choses dans le sens de créer de la séparation avec le reste du monde. Et les émotions, en fait, ça fonctionne assez bien, ça fonctionne même très bien, de voir qu'on peut voilà, cesser de nommer. Et c'est la première étape pour pouvoir toucher vraiment l'émotion profondément. Et ce contact profond avec l'émotion, c'est la deuxième pratique. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes cet espace conscient, tranquille, dans laquelle émergent et se résorbent les émotions, mais aussi les sensations, les perceptions, les pensées. Nous sommes cet espace vaste dans lequel tout peut s'expérimenter, se vivre, et en même temps, nous ne sommes pas cette expérience. Néanmoins, si je vous dis, à titre de pratique, de vous installer en méditation et de regarder effectivement l'émotion et d'apprendre à voir qu'elle circule en vous, il y a un risque majeur dans cette pratique, qu'on appelle la pratique du témoin, c'est celle de créer un personnage mental qui se regarde à l'intérieur. Donc, du coup, cette pratique a sa valeur, mais je dirais que dans une première pratique, c'est d'apprendre à toucher profondément, dans un mouvement plutôt vers l'avant, je dirais, l'émotion. Donc, toucher, mais aussi se laisser toucher.
Donc la pratique consiste effectivement à s'asseoir dans une position confortable, assise en méditation, et on peut faire cette pratique avec les sensations, parce que l'émotion n'est pas toujours présente et pas toujours évidente à attraper. Mais on peut le faire avec les sensations du corps, apprendre à de plus en plus profondément descendre dans la perception globale de la sensation corporelle à l'intérieur de soi, et dans cette perception de plus en plus profonde de voir que déjà que nous ne touchons pas profondément la sensation, nous mettons des filtres entre nous et la sensation. Tout à l'heure, je parlais des filtres qu'il y avait entre nous et l'émotion. En général, on ne va pas toucher la peur. Les premières années de pratique, on ne va pas toucher la peur, on va toucher la peur de la peur. Et on va toucher tout ce qu'on a mis comme filtre, parfois émotionnel, énergétique, physique, mentaux, tous les filtres mentaux qu'on a mis pour éviter de toucher la peur ou pour la repousser. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire souvent quand on commence à rentrer dans un contact profond avec soi-même, c'est justement qu'on va d'abord toucher ces filtres. Et puis, il y a un moment où on se rend compte qu'on est en contact profond avec l'émotion. Voilà. Et lorsqu'on la touche profondément, ça peut se faire en quelques instants, quelques secondes, en quelques minutes, et parfois quelques heures, et parfois quelques jours. Moi, j'ai parfois passé des heures, peut-être 3 à 4 heures dans la forêt, en méditation, à essayer de contacter l'émotion, la tension profonde créée par l'émotion qui était présente, jusqu'à la toucher profondément et à sentir, c'est vraiment lorsque le contact profond se fait que l'émotion va se libérer, reprendre son cycle naturel et se résorber d'elle-même. Donc ça, c'est une pratique extraordinaire, d'une très grande puissance et c'est ça qui est magnifique. Plus on dégage les émotions qui sont restées stagnantes dans notre corps, parce qu'on les a refoulées, parce qu'on les a pas laissées vivre librement, et plus notre espace intérieur va s'ouvrir, se détendre, et plus les émotions vont circuler. Voilà. Il y a des émotions très profondes qui demanderont des années de travail. Certaines aussi, dans ce travail de spatialisation de notre être intérieur, vont avoir tendance à se recrisper. Donc parfois, on va avoir besoin de faire un travail particulier avec une personne qui a la capacité d'accompagner dans des nœuds énergétiques profonds. Je pense notamment au nœud viscéral du contrôle, qui est en général protégé par des émotions telles que la peur. Et ce sont des émotions difficiles à toucher et à dépasser parce qu'elles sont très protectrices. Elles protègent notre identité la plus ancrée, la plus nouée. Et donc voilà, il faut accepter le fait qu'il y a des émotions qui vont demander plus de temps. Mais cette pratique des émotions est très puissante, elle fonctionne très bien et c'est une voie en tant que telle, c'est une voie de connaissance de soi, c'est une voie qui va nous permettre de descendre dans apprendre à se toucher profondément, à se connaître profondément, et c'est dans cette connaissance que peu à peu on va pouvoir savoir ce qu'on est. Puisque en contact de l'émotion et des sensations qui accompagnent l'émotion, on va se rendre compte peu à peu, en touchant l'émotion, qu'on sort complètement de notre savoir, de notre connaissance à propos de ce qu'est l'émotion, de ce qu'est la perception et de ce qu'est notre corps qui contient tout ça. Donc c'est une voie magnifique et tout à fait puissante que je suggère à tous. Lorsque les émotions se libèrent et que nous nous ancrons de plus en plus dans notre espace libre intérieur, nous nous rendons compte que nous n'avons plus d'a priori sur le fait de vivre ou pas telle émotion. Et toutes les émotions sont de plus en plus bienvenues.
Alors, c'est évident que naturellement, l'être humain est attiré par la joie et c'est naturel de vouloir vivre la joie. La joie est une nourriture du corps, de l'esprit, dont l'être humain a besoin pour sa stabilité mentale, émotionnelle et physique, physiologique. C'est difficile de se dire qu'on pourrait vivre toute sa vie triste. En fait, qu'est-ce qui se passe? Plus les émotions sont contenues, maintenues, interdites d'expression, plus le mental les récupère et moins. Alors, soit on peut devenir très émotionnel, soit on peut simplement avoir un ressenti de ne pas avoir d'émotion, et on va bloquer le flux naturel, le mouvement naturel. Or, la joie, pour s'exprimer, a besoin de ce mouvement naturel. C'est-à-dire que moins nous voulons vivre les émotions que nous considérons comme négatives, et moins les émotions positives vont avoir la possibilité aussi de s'exprimer de façon durable en nous. Alors, la joie va donc aussi dépendre, l'expression de la joie et le fait d'avoir un vécu joyeux va aussi beaucoup dépendre de cette libération des émotions. Par ailleurs, l'émotion de la joie est une émotion complexe, multiple, qui nécessite aussi d'autres facteurs pour être libérée. Notamment lorsque nous bloquons les émotions, mais nous ne faisons pas que bloquer les émotions. Nous bloquons aussi le mouvement naturel de la vie en nous, l'élan spontané de l'action. Donc ça, c'est un yoga, le yoga de l'action. Je reviendrai sur ce yoga, mais ici, je peux quand même dire que le fait justement d'écouter ces élans profonds, intuitifs, instinctifs, cette spontanéité libre qu'on peut observer chez les enfants, les petits-enfants notamment, hein, qui sont l'émergence, qui expriment l'émergence libre de la vie en nous. Lorsqu'on suit ces élans, et plus on suit ces élans, et plus on obéit en quelque sorte à notre élan intérieur, à nos ordres intérieurs, et plus la joie va s'exprimer. Et souvent, quand on observe une déprime, bon, la dépression est plus complexe, j'y reviendrai à l'occasion, mais une déprime ou la sensation d'être dans une forme de neutralité de vécu, quelque chose d'un peu gris, qui n'a pas beaucoup de goût, c'est qu'il y a un mouvement qui est retenu, ce mouvement libre de la vie qui est retenu en nous et pour nous c'est probablement un chemin royal dans ces cas-là justement d'apprendre à libérer tous ces mouvements, que ce soit le mouvement émotionnel, l'élan de l'action, les ressentis, tout ce qui circule en nous en fait et qui ne demande justement qu'à circuler et puisque ça émerge, qui ne demande qu'à se résorber et revenir à sa propre source. Ce qu'on peut dire encore sur la joie, c'est que parfois il y a en nous un interdit à la joie, une interdiction à la joie, euh, très souvent liée à une blessure de l'enfance. L'enfant est naturellement joyeux, il y a une spontanéité de cette joie, une émergence naturelle de cette joie, euh, quel que soit le tempérament de l'enfant. Et cette joie spontanée, cette spontanéité, cette énergie débordante peut être très confrontante pour des adultes qui ne sont pas en contact avec leur propre liberté intrinsèque, leur propre joie libre. Et cette confrontation va créer de fortes résistances et peut même amener du rejet chez l'adulte, de la violence parfois, verbale ou physique, qui ne supportera pas d'être en contact avec sa propre limite face à la liberté du petit enfant. Donc parfois nous sommes avec cet interdit et nous allons du coup devoir aller explorer cette limitation qui n'est pas nous, qui n'est pas notre caractéristique, mais qui est quelque chose qui empêche l'expression d'une de nos caractéristiques, justement cette liberté, cette spontanéité et cette joie. Voilà, je crois que je vous ai donné un maximum de principes et de pratiques pour, pour apprendre à vivre l'émotion de façon vraiment plus libre, vraiment plus fluide et assez excitante finalement, assez merveilleuse.
La seule chose dont on a besoin au final, c'est d'un peu de courage, parce que c'est vrai que les émotions nous effraient. Les émotions, c'est vraiment une explosion de vie. Et très souvent, en fait, ce dont on a le plus peur, c'est de la vie. Ce principe de vie libre et spontané qu'on a en nous. On en a très peur parce que pour pouvoir justement vivre la vie librement, ça demande de renoncer à beaucoup de choses, beaucoup d'images de soi, beaucoup de contrôle. Et l'émotion, c'est vraiment la vie brute, euh, sauvage, c'est l'énergie sauvage en nous. Et quand on accepte de se dire je vais aller là et je vais aller faire ces pratiques, c'est vraiment le début d'une extraordinaire expérience.